Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Accord trouvé ce vendredi entre les principales forces de l'opposition congolaise à Bruxelles. Quelles en sont les grandes lignes? Éléments des réponses dans ce journal. C'est un pas dans le dialogue inter-burundais. Le facilitateur et ancien président tanzanien Benjamin Mkapa rencontre ce vendredi à Bruxelles les membres du Sénarède. Et puis au Gabon, l'élection présidentielle d'août 2016 approche à grands pas. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Bruno Ben Moubamba, président de l'Union du peuple gabonais UPG Radical. Non au dialogue, oui à la mise en œuvre de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, réunie à Bruxelles dans le cadre d'un conclave. Les principales forces de l'opposition congolaise ont affirmé une position commune face au dialogue national convoqué par le président Joseph Kabila. On fait le point tout de suite avec Corinne Kamdem. Le conclave de l'opposition congolaise réuni à Bruxelles à l'initiative de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, leader de l'UPDS, l'Union pour la démocratie et le progrès social a pris fin ce jeudi 9 juin 2016. Les leaders des différents partis phares de l'opposition se sont rencontrés dans une tentative sans précédent pour convenir d'une stratégie efficace pour déloger le président Joseph Kabila de la présidence de la République démocratique du Congo au terme de son mandat le 19 décembre 2016. Des décisions importantes et des revendications ont été émises à l'encontre du gouvernement congolais. Les décisions sont les suivantes. Nous avons répondu favorablement à l'appel au rassemblement de toute l'opposition. Et nous avons nommé M. Tshisekedi comme président du Conseil du Sage pour symboliser l'unité de l'opposition et commencer un nouvel élan du combat pour l'alternance en 2016. Nous avons rejeté le dialogue avec l'ordonnance de M. Kabila. Nous avons décidé et pris acte que la fin du mandat de M. Kabila est le 19 décembre 2016 et que le 20 décembre 2016, il doit quitter le pouvoir dans tous les cas de figure, de gré ou de force. Le conclave, qui envisage donc des élections le 19 décembre 2016, a de ce fait décidé que le scrutin en termes d'organisation de l'élection présidentielle devra être convoqué le 20 septembre 2016 afin que les délais soient respectés. Le gouvernement congolais, pour sa part, ne souhaite accorder aucune légitimité à cette action de l'opposition qu'il qualifie de mascarade et qui ne répond pas, toujours selon les autorités congolaises, au véritable challenge auquel la République du Congo fait face. Aller en Belgique pour s'adonner à ce spectacle assez irrationnel, c'est un peu infantile. Mais le gouvernement aurait pu banaliser cette symbolique anachronique d'une messe basse dans le territoire de l'ancienne métropole s'il en était sorti un projet axé sur leurs vrais problèmes, qui sont des élections fiables et apaisées, la sécurité et la paix au moment où on tue les gens à l'Est, le développement autocentré. Malheureusement, on n'a eu droit qu'à ce défoulement contre un individu et un baroud d'honneur pour un autre individu. Vous comprenez bien de qui je veux parler. Il n'y a donc rien de nouveau dans cette rhétorique irréaliste, totalement irrationnelle, qui ne tient aucun compte de la nation, des intérêts de la nation, de la volonté de la nation qui s'appelle la Constitution. Alors que c'est tout cela qui devait être au centre des préoccupations de tous les vrais citoyens congolais. Alors nous comprenons que cette irrationalité est entretenue à dessein par des tireurs de ficelles dans l'ombre qui sont étrangers et qui, comme aux premières années de l'indépendance, veulent manifestement opposer les Congolais entre eux pour mieux les contrôler, ou devrais-je dire, pour mieux contrôler les richesses du Congo. Les participants à ces discussions de Bruxelles ont par ailleurs annoncé la création d'un organe commun nommé le Rassemblement et établi une feuille de route pour les prochains mois à venir. Si l'absence de Vital Kamerhe, leader historique de l'UNC, l'Union nationale pour la nation congolaise, a été remarquée, ce dernier a néanmoins été représenté par le secrétaire général de son parti, Jean-Bernard Ewanga. C'était une promesse. L'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa, à la tête de la facilitation dans le cadre du dialogue inter-burundais, est arrivé à Bruxelles pour rencontrer les membres de l'opposition burundaise exilés en Europe. Une rencontre est prévue ce 10 juin justement avec la plateforme du Sénarède. Et l'enjeu est de taille puisque le gouvernement burundais a jusqu'ici catégoriquement refusé de s'asseoir à la même table que cette formation. On écoute à ce propos Léonard Niagoma, président du CNDD et membre du Sénarède. Le médiateur
avait promis de continuer les consultations. Après les dernières consultations qui se sont déroulées à Arusha, il allait continuer encore pendant 2 semaines à écouter ceux qui n'ont pas pu venir à Arusha. Et puis après, la 3e semaine du mois de juin, il avait promis alors de reprendre donc le dialogue. Et pour trouver effectivement des solutions aux problèmes, à la crise burundaise qui oppose un gouvernement fantoche au pouvoir et son opposition, il doit d'abord, et son peuple d'ailleurs, il doit d'abord écouter la racine et les causes du problème pour diagnostiquer le problème et trouver des solutions donc durables dans l'avenir. C'est désormais officiel, les électeurs gabonais iront aux urnes le 27 août 2016 pour élire leur futur président de la République. Les candidats ont jusqu'au 12 juillet 2016 pour déposer leur dossier. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Bruno Ben Moubamba. Vous êtes président de l'Union du peuple gabonais, l'UPG Radical. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de cette opportunité que vous nous donnez d'expliquer à l'opinion nationale et internationale notre position quant au processus électoral à suivre. Alors, les dépôts de candidature sont ouverts depuis quelques semaines. Quel est votre positionnement sur cette question? Serez-vous candidat à la présidentielle du 27 août prochain au Gabon? Pendant des mois, nous avons attendu, observé, espéré des grandes figures, entre guillemets, de l'opposition gabonaise, une candidature unique que nous étions prêts à soutenir. Malheureusement, ni M. Jamping, ni M. Gizubandama, Donsima et bien d'autres ne sont parvenus à un accord pour le moment, un accord à minima qui permettrait un candidat unique de l'opposition. Il n'y a donc pas de raison que nous, qui représentons le Gabon d'après, le Gabon à suivre, le Gabon de l'avenir avec des idées nouvelles, nous nous auto-excluons du débat national qui va bientôt commencer. De ce fait, je suis candidat à l'élection présidentielle du 27 août 2016. Non pas que je crois à la sincérité du scrutin, on pourrait y redire, mais je pense que cette élection présidentielle va permettre de faire un pas de plus vers le changement et l'évolution positive du Gabon. Et quelles seront les grandes lignes, très rapidement, de votre projet de société? Nous croyons que principalement, il faut un grand chantier institutionnel au Gabon. Nous sommes aujourd'hui devant une situation où le pouvoir judiciaire, par exemple, conteste le pouvoir exécutif avec des juges qui manifestent dans les rues. Nous sommes devant une situation où le président de l'Assemblée nationale, l'ancien président, M. Gizubandama, a démissionné dans un contexte qui a vu d'autres députés du pouvoir quitter l'Assemblée nationale. Il n'y a donc plus d'équilibre des pouvoirs entre l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Nous avons donc besoin d'une refonte générale. Nous avons aussi besoin de nouveaux principes économiques, par exemple d'acter dans la Charte des droits fondamentaux le principe de l'enrichissement des populations. Et enfin, on pourrait aussi donner une priorité fondamentale au social. Bien sûr, on parle beaucoup de l'habitat, mais en ce qui nous concerne, nous pensons que dans la droite ligne de l'enrichissement à venir des populations gabonaises et africaines, ce pays aurait besoin d'instituer un revenu de base universel pour tous les citoyens de la naissance à la mort, de telle sorte que la plupart des aides et des subventions soient condensées dans ce revenu de base universel. Et je crois que c'est cela le Gabon d'après, c'est ce Gabon qui est incompatible avec le Gabon actuel, qui manque de valeurs, de principes et de normes. Merci, M. Bruno Ben Moubamba, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président de l'UPG Radical, l'Union du peuple gabonais, et donc officiellement candidat à la présidentielle du 27 août. Merci. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité, l'artisanat est un secteur en plein essor en Côte d'Ivoire, si bien qu'il contribue désormais à près de 12% au PIB. Paradoxalement, il peine à nourrir son homme. Comment l'expliquer et surtout comment changer la donne? Élément de réponse avec Idelette Mirabal-Bissot.
Le secteur de l'artisanat en Côte d'Ivoire est le deuxième pourvoyeur d'emplois derrière l'agriculture, avec 40% de la population active pour 12% du produit intérieur brut. Ce sont un peu plus de 3 millions d'hommes et de femmes artisans qui représentent 245 corps de métier. Cependant, le secteur reste confronté à la promotion et à la commercialisation de ses produits. Les questions de l'accès des entreprises artisanales au financement, trouver un mécanisme, des instruments qui puissent les accompagner et puis traiter aussi des questions de la couverture sociale des artisans parce que les artisans ont besoin de ça pour être équilibrés et faire leur travail. Pour faire face aux difficultés que rencontre le secteur de l'artisanat en Côte d'Ivoire, le CODEPA, Comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain en charge d'assurer l'épanouissement du secteur artisanal, a examiné les causes des difficultés que rencontrent les artisans. Deux problèmes majeurs qui se posent avant l'exploitation qui sont déjà en amont. Il s'agit de quoi? Il s'agit du renforcement des capacités, de la mise en place d'infrastructures de promotion, à savoir les espaces de promotion, à savoir les stands artisanaux. Et ensuite, il s'agit de mettre en place la manière de préparer les artisans pour l'exportation. L'artisanat est un secteur économique en pleine croissance en Côte d'Ivoire. La commercialisation et l'exportation des produits et services contribuent fortement à donner de la valeur ajoutée aux produits locaux. En dépit de son fort potentiel de développement en matière de création de revenus et sa contribution aux recettes fiscales et non fiscales, l'artisanat échappe souvent aux planificateurs du développement. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.